Alors, on tenait tout d'abord à remercier les personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont hébergés et qui fourni des documents lors de nos séjours à Saint-Léonard-de-Noblat et par la suite, et qui ont donné de leur temps pour nous faire avancer et pouvoir nous permettre de vous présenter le document qu'on va vous présenter ce soir. Donc, nous sommes intervenus dans le cadre des ateliers transversaux sur le site des moulins à Saint-Léonard-de-Noblat. Nous avons eu l'avantage de travailler sur un patrimoine qui est à la fois industriel et vernaculaire, avec une problématique d'une part d'identité, de conservation, mais aussi de réinvestissement éventuel, puisque la question était posée dès le départ, et nous ne savions pas vers où nous allions arriver au final. Donc ce site est intéressant puisqu'en fait il présente 3 échelles différentes. D'une part l'échelle du site, du grand paysage, ensuite l'échelle urbaine puisqu'on a une problématique d'accessibilité extrêmement importante à gérer, et évidemment l'échelle bâtie avec les moulins jusqu'à la technique des systèmes de ventellerie. Donc en fait, donc Saint-Léonard se trouve dans le département, enfin la région Limousin, le département de la Haute-Vienne, à 20 km à l'est de Limoges, sur la rive nord de la Vienne, qu'on perçoit ici très clairement dessinée par ses plantations de bord de rivière. Et on voit que finalement, la ville fortifiée de Saint-Léonard, qu'on perçoit très bien au-dessus, a relativement préservé ce bord de vallée en raison de la topographie un petit peu accidenté de ce bord de Vienne, ce qui est en fait une richesse qu'on trouve aujourd'hui et qui a permis de préserver les éléments patrimoniaux extrêmement sensibles qu'on peut trouver. Alors, pour positionner clairement au niveau des grands axes de circulation, on a d'une part effectivement la grande traversée qui est la route qui va vers Clermont-Bourges au nord et puis Limoges-Bordeaux de l'autre côté. Donc on voit que c'est une route à grande circulation. On a ensuite la voie ferrée qui vient doubler la vallée de la Vienne et qui est également une possibilité d'accès et de circulation importante. Et puis donc on retrouve les petits réseaux anciens qui sillonnent le territoire, et notamment le tracé des itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle qui suit le tracé antique qu'on va voir au moment du développement historique, et ce qui fait qu'aujourd'hui Saint-Léonard-de-Noblat est reconnu au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO en sa qualité d'étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors on va faire une rapide évolution historique pour voir les grandes étapes de développement du site. Tout d'abord, dans les premières implantations, qui est la période gallo-romaine, on a effectivement ce sont les éléments géographiques qui vont prédestiner à l'occupation du site. On a le promontoire avec son site stratégique qui surveille le coude de la Vienne. On a un passage à gué, puisque c'est l'espace, effectivement, le secteur qui est le plus accessible. Et le long de ce passage à gué, on a évidemment la voie antique, voie romaine, qui est venue relier les deux côtés de la vallée. Alors, dans un second temps, on a la mise en force et en protection de ce site militaire avec un château qui est attesté à partir du XIe. C'est important parce qu'en fait, ça va entraîner d'une part le développement du faubourg qu'on voit au pied et la construction du pont vers 1270 qui permet de monter vers Saint-Léonard qui est en train de se développer, et surtout permettre de protéger la mise en place des premiers moulins qui sont attestés selon les sources en 1150 ou en 1224 sur cette petite île qu'on voit dans ce petit canal, effectivement entre les deux, avec déjà des structures de moulins en batterie très tôt. Donc, dans un second temps, on a le développement routier, un nouveau pont qui est construit en 1780, la prise d'ampleur des éléments urbains, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a un véritable faubourg qui se développe au niveau de Noblat, qui c'est le faubourg de Noblat, et ça, voilà, l'origine du nom de Saint-Léonard de Noblat. Et puis, de l'autre côté, on a effectivement une maîtrise qui commence à se mettre en place du cours de la Vienne, avec un premier moulin à fer qui est attesté au niveau de la future usine Coquet, et qui également est relayé sur l'autre rive par un deuxième site qui a à l'époque son indépendance de l'autre côté de la Vienne. Et au niveau du site de nos moulins en batterie, on a effectivement un renforcement de cette activité et le développement d'une implantation de l'autre côté de la voie. C'est-à-dire qu'on voit une densité se créer sur ce secteur industriel avec la construction de la digue qu'on voit clairement en travers de la Vienne pour venir faire un canal qui permette de gérer l'afflux d'eau.
Alors, sur cette période-là, effectivement, c'est fin 19e. On a l'arrivée extrêmement importante de la gare qui va, avec le développement du fret, entraîner un essor industriel important. On a donc le porcelainier Pouillat qui vient s'implanter sur le site de l'ancien moulin à fer et qui va finalement s'étendre et rattraper le moulin qu'on a de l'autre côté pour pouvoir faire finalement son entité et maîtriser les deux côtés de la rivière. Et au niveau de nos moulins, on voit qu'effectivement on a un renforcement, on implante des structures un petit peu plus importantes sur les deux côtés avec des moulins, notamment un moulin important en bord de voie et le développement vraiment du faubourg autour de nos moulins. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement une évolution qui est due d'une part à la déprise d'un certain système industriel, d'autre part à la perte d'un patrimoine, d'un développement agricole extrêmement important. Ça a son importance puisqu'en fait on voit que par rapport à l'éperon qui était autrefois cultivé complètement ouvert, on a un emboisement massif de tout ce promontoire, ce qui fait qu'on a finalement au point de vue quelque chose de paysager d'extrêmement important qui va se mettre en place. On va voir par la suite l'intérêt que ça a. On a Coquet qui est arrivé effectivement dans les lieux de l'ancienne entreprise Pouillat en 1961. Et on voit que de l'autre côté, en revanche, le moulin dit de Momo a pris son indépendance et finalement ne fonctionne plus aujourd'hui comme un moulin. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à nouveau développé sur un seul côté de la Vienne. Nos petits moulins, après avoir survécu, le dernier a fermé en 1968 dans son activité industrielle. Le site a été repris à plusieurs moments, notamment pour un pôle de restauration au milieu des années 90. Et enfin, le site a été racheté par le propriétaire des usines Coquet en 2009, avec aujourd'hui un showroom qui est placé dans un des grands moulins, sachant que les autres moulins sont vacants. Donc se posait la question de la préservation de ce patrimoine industriel à petite échelle qui aujourd'hui ne sert plus. Alors l'intérêt de ces moulins à eau, c'est qu'en fait ils fonctionnent avec une échelle territoriale. Ils ne se contentent pas de fonctionner dans leur petit microcosme. Il y a des relations de dépendance et de droit entre les différents moulins qui se positionnent sur une rivière. Ce sont les droits d'eau. Donc en fait les droits d'eau, c'est permettre à chacun de fonctionner correctement, que ce soit le moulin aval et le moulin amont, c'est-à-dire qu'on a des obligations par rapport aux moulins qui se positionnent en amont ou en aval. Les droits d'eau, donc on a différents types de moulins. On a les moulins qui sont attestés, qui sont en titre, fondés en titre. C'est ceux qui ont été fondés avant le 4 août 1789. Pourquoi ? Puisque c'est la nuit où a été supprimée les banalités. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a des moulins qui sont réglementés et autorisés à partir de cette date. L'intérêt de nos moulins, c'est qu'en fait, ils sont à la fois fondés en titre et sont également réglementés et autorisés, puisqu'en fait, ils sont antérieurs à cette date de 1789, mais suite à un conflit de droit d'eau avec un de leurs congénères, il y a un deuxième régime qui est arrivé par la suite en 1836 et qui a fait une nouvelle réglementation. Sachant que dans ces cas-là, tout ce qui est en fait dans un débit correspondant à avant 1789 n'est pas réglementé, et dès qu'on est en surplus, on passe dans la réglementation pour ce surplus-là. C'est intéressant par rapport au réinvestissement potentiel et à la remise en fonctionnement de certains moulins. Donc c'est un site qui est extrêmement sensible également, notamment au niveau paysager. On voit bien au niveau de la photo que c'est quelque chose d'extrêmement délicat avec une forte présence paysagère. Alors, donc en fait, au niveau de ce site-là, on a différents éléments qui font qu'on a cette sensibilité-là. On a une totale cohérence entre les éléments, la couleur notamment des éléments naturels, que ce soit le rocher ou les différents éléments de végétation. Le rocher, le gros rocher sur lequel s'accroche la digue et qui sert de promontoire à l'île, enfin de proue à l'île plutôt. Et puis les moulins avec leur couleur de bâti tout à fait spécifique et qui sont finalement entièrement enduits en général avec de la terre locale, ce qui fait qu'on a une complète intégration de ces éléments-là d'un point de vue à la fois des matériaux et de la colorimétrie.
Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant par rapport à l'échelle et de ces petites individualités et de leur rapport à cet espace paysager et cultivé pour ce qui est de l'île. Ce sont des vues de l'île. Alors nos moulins, voilà, le moulin de Montcœur. Donc en fait c'est une des cartes postales de Saint-Léonard de Noblat. Qui est aussi importante, pour nous du moins, que toutes les cartes postales qu'on peut avoir sur la collégiale, qui est beaucoup plus sensible avec ces petites individualités. On voit qu'ils sont tous différents, qu'ils ont une échelle extrêmement réduite par rapport aux gros bâtiments industriels qu'on pourrait évoquer dans d'autres secteurs, et un rapport surtout d'intégration complète entre l'élément liquide et les ensembles paysagers qu'on pouvait trouver autour. On va s'intéresser maintenant au fonctionnement du site. Donc on voit sur une vue un peu plus étendue du site, comme l'a expliqué Anne, que les moulins sont situés entre le bras rive gauche de la Vienne et une île qui crée donc deux bras de la Vienne. En amont des moulins, il y a ce qu'on appelle une digue qui permet de canaliser l'eau et de l'amener vers les moulins, de lui donner aussi une certaine force. Au niveau de cette digue, on a ce qu'on appelle un paleroy. C'était un endroit où la digue est plus basse et qui permettait, au moment où on faisait encore beaucoup de transport de bûches, notamment, de bois flotté sur la Vienne, de pouvoir laisser passer le bois. Et ces palerois étaient décidés par le roi, d'où le nom de paleroy. Donc, au niveau du fonctionnement un peu plus restreint du site, on voit que l'eau arrive par un canal d'amener vers les moulins. Donc les moulins fonctionnent en batterie. C'est un des rares sites qui restent sur la Vienne de ce type d'implantation de moulins. Donc on a plusieurs coursiers entre chaque moulin où étaient fixées les roues. À l'entrée de chaque coursier se trouvent des vannes qui servent donc à réguler le débit suivant la consommation que l'on veut faire de l'eau. Sachant que, donc on voit par exemple sur le plan en bas, donc en 1892, on avait 7 roues à aube qui fonctionnaient, sachant que les roues à aube ne fonctionnent pas toujours en même temps pour pouvoir utiliser donc les fameux droits d'eau et le débit auquel on a droit. On voit également sur ce site sur ce plan de 1892 qu'on a deux moulins qui n'existent plus actuellement. Donc on voit que le site a évolué en fonction des besoins et qu'il n'a pas été toujours tel qu'il est actuellement. Une fois que l'eau a circulé entre les coursiers, elle repart après les moulins par un canal de fuite. Rapidement, on revient sur l'évolution du site. Donc on sait que alors c'est peut-être un site qui est encore plus ancien, quoi qu'il en soit, la première attestation dans des minutes notariales est du XIIe siècle. Donc on sait avec certitude qu'à cette époque il y avait au moins un moulin à cet endroit-là. À partir des plans de 1781 et ultérieurs, on a pu regarder à qui appartenaient les parcelles, comment a évolué le bâti. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure en 1892, le site a beaucoup évolué. Ceci dit, c'est un petit peu la particularité des sites industriels, c'est-à-dire qu'on a une persistance dans le temps, mais une évolution du site en fonction des besoins. Voilà. Il y a un fait aussi intéressant qu'on a pu étudier en étudiant les parcelles. C'est un lien au niveau des propriétaires entre les parcelles au bord de la route, donc sur la rive gauche, les moulins en soi, et des parcelles de jardin sur l'île. Donc on ne sait pas exactement à quoi ça servait, mais on sait que c'était une utilisation fonctionnelle donc de ce système, et on s'est posé la question de savoir s'il fallait essayer de restituer ce fonctionnement ou pas. Alors ici, c'est un petit clin d'œil de notre travail sur le terrain. Donc voilà, on n'a pas eu peur de se mouiller les pieds, et vous allez voir ce que ce travail acharné sur le terrain a donné. Donc tout d'abord, dans notre boîte à outils d'architecte du patrimoine, on a ce qu'on appelle le relevé des traces archéologiques. Donc en relevant les moulins, en les mesurant sous toutes les coutures, on regarde aussi également si on peut trouver des traces qui nous donnent des indications de l'époque à laquelle ils ont été réalisés, de ce qui a été transformé.
Alors on ne donnera pas de datation très précise sur ce type de bâtiment parce que c'est un bâtiment industriel et vernaculaire. Vernaculaire, ça veut dire qu'il a été construit par les gens qui l'utilisaient. Et du coup, c'était des bâtiments qui avaient vocation à évoluer tout le temps en permanence. Si on avait besoin d'une poutre en plus, on allait la chercher dans la ferme d'à côté. Et donc, c'est des bâtiments qui sont très difficiles à dater. Ce qu'on sait, par exemple, au regard des traces archéologiques qu'on a vues au niveau des charpentes des pans de bois, c'est qu'on a des marques d'assemblage, donc de gauche à droite comme il est de coutume. On voit aussi que la coupe du pan de bois est très régulière, et donc on peut estimer qu'a priori qu'il serait plutôt de facture semi-industrielle et plutôt 19e. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas dater plus précisément. Mais bon, donc on a travaillé sur tous les moulins de cette façon en relevant toutes les traces qu'on a pu trouver, notamment au niveau des vestiges dont on vous parlera plus tard. Au niveau du système constructif, donc, les moulins sont tous différents, mais ils ont beaucoup de similitudes, notamment un rez-de-chaussée en maçonnerie pour se protéger de l'eau. Et il y en a 3 qui ont un étage en pan de bois, dont un moulin E qui a un double étage en pan de bois. Alors, quoi dire ce système constructif ? Déjà, les maçonneries sont étudiées pour résister à l'eau. Donc, on a des fondations spéciales. On a un liant très spécial au niveau de l'eau. Le mur en lui-même est composé de 2 parements avec un remplissage en petite pierre. C'est un mur, donc le parement est dit de type limousinerie, c'est-à-dire que c'est des moellons de granit et de gneiss sans assises régulières, donc avec assises irrégulières. Et en fait, ils sont ourdés de terre, donc c'est un procédé local, qui fait qu'en fait, on a une impression de pierre sèche. Le liant n'est pas apparent au niveau de la pierre, et tous les enduits qu'on a pu retrouver sont ultérieurs à la création des moulins, probablement relativement récents, puisque généralement, on pense que la pierre appelle l'enduit, et ce qui n'est pas le cas dans cette façon de réaliser un mur. Donc là, on a des exemples de pans de bois. Donc, je vous disais plus tôt, on a 2 types de remplissage. On a un remplissage en torchis sur éclisse, qu'on retrouve aussi beaucoup dans la région. Donc c'est un torchis terre chaud avec des roseaux séchés et du foin. Et on a un moulin qui est un petit peu différent des autres et qui a un remplissage brique, ce qu'on ne retrouve pas beaucoup dans la région. Voilà. Sinon, si on remonte encore un peu plus haut dans notre moulin, donc on a une charpente de pan de bois qui a un intérêt local, c'est la charpente qui porte le toit. On voit en fait que l'entrée repose sur une entretoise entre 2 poteaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans la région et qui n'est pas du tout commune. Voilà. En général, l'entrée porte sur la sablière. On peut noter aussi un débord d'avant-toit assez important pour protéger l'étage en pan de bois de l'eau. Et voilà, et une couverture en tuile canal qui n'est pas fixée à l'aide d'un mortier de chaux, mais qui est uniquement posée. Et donc on peut constater des désordres, notamment dans le faubourg de Noblat, avec le passage des camions. Les tuiles ont tendance à descendre dû à la vibration du poids des camions. Voilà. Là, on a un petit exemple de notre boîte à outils qui, en fait, c'est comment dire, la représentation du bilan sanitaire de nos petits moulins. Donc, comme les traces archéologiques, on a aussi fait le tour de nos moulins en relevant toutes les pathologies qu'on pouvait trouver. Donc là, par exemple, on voit des infiltrations au niveau du mur du grand moulin et d'autres désordres que je vais vous détailler un petit peu après. Donc, en faisant le tour de tous ces moulins, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 types de désordres importants. Des désordres structurels, comme sur le moulin à double étage, le moulin E. On voit qu'avant notre intervention, il y avait déjà eu une mise en place de tirants pour éviter que le moulin ne penche sur le côté. Ces tirants n'ont pas un effet... Enfin, ils ont un effet très relatif et disons qu'une intervention un peu plus poussée serait nécessaire. On voit aussi des désordres liés au manque d'entretien. Par exemple, là, ce pan de bois, il n'a pas du tout été entretenu
Et là, ça commence à devenir un dégât structurel. Et on a des désordres liés à la présence de l'eau et à l'humidité ambiante. Donc là, c'est les infiltrations sur le mur du Grand Moulin. Et on a des désordres qui relèvent un peu des deux catégories. Par exemple, le manque d'entretien fait qu'il y a des trous dans la couverture. Et donc, on a des infiltrations d'eau dans les charpentes. Mais globalement, ils sont plutôt bien conservés. Et on peut noter aussi qu'il y a eu un vrai savoir-faire sur la réalisation des maçonneries des petits moulins, parce qu'on n'a pas du tout de traces d'infiltration d'eau. Et pour des petits moulins qui ne sont pas entretenus et qui sont autant au contact de l'eau, ça relève vraiment d'un savoir-faire significatif. La bonne implantation des moulins est d'une certaine manière garante d'une certaine pérennité de ces petits édifices, étant donné qu'elles sont assujetties à beaucoup d'efforts, des efforts aussi bien naturels liés à l'eau, à leur environnement hydraulique, qu'aux efforts dus au moment mécanique liés à l'activité, vu que l'activité des roues, le mouvement des roues apporte des efforts très très important. Donc une bonne base est quasiment primordiale. Il faut savoir que toutes les modifications qu'ont connues les moulins n'ont concerné que les parties du premier étage et du deuxième, dans le cas du moulin 2 ou moulin E. Donc on retrouve une certaine mise en place au niveau des assises. Donc, en termes de mise en place des assises, il faut savoir qu'on a affaire à une maçonnerie qui est dite immergée. La maçonnerie immergée, comme dans l'exemple des moulins de Meaux, sur l'image de gauche, en haut à gauche, peut être construite avec des pieux qui vont venir renforcer les assises. Et à ce moment-là, on parle de fondation en épuisement, dans le sens où on épuise l'eau en y versant du sable et autres matériaux, avec une maçonnerie qui est liée grâce à un mortier de chaux hydraulique. La chaux hydraulique qu'on appelle la chaux pozzolone, en référence à une région d'Italie. Cette manière de faire a été très fréquente à l'époque romaine et on a continué à utiliser le même procédé pendant le Moyen-Âge. Donc bon, le mauvais état et l'état actuel des sous-sols des moulins font qu'on ne puisse pas y accéder, vu que la plupart des moulins ont été dallés pour des besoins de fonctionnement dans les années 90. Donc il va falloir procéder à un diagnostic destructif, enfin un sondage destructif pour pouvoir savoir exactement la manière avec laquelle cette maçonnerie a été mise en œuvre. Il faut noter aussi, donc, comme a dit Marie-Jeanne, que l'état des coursiers est extrêmement heureuse par rapport à tout ce qu'elles endurent. Donc, pour y avoir fait énormément de sondages, avoir mis les pieds dans l'eau pour aller tâter le fond des coursiers, on se rend compte que même les coursiers ont été construits. Donc les coursiers qui sont entre les moulins sont lisses et ont été mis en œuvre. Donc ce n'est pas un état naturel, bien qu'il y ait un éperon rocheux à l'extrémité du site. La base du site est rocheuse, mais le fond des coursiers est, lui, construit pour des raisons d'entretien. Donc, parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter l'activité sur tout le site pour pouvoir y intervenir ou le nettoyer. Marie. Donc, grâce à un litige qu'il y a eu en 1836 entre les propriétaires des moulins de Noblat et les moulins qui étaient en aval, il y a eu un relevé de l'état des coursiers. Il y a eu un relevé fait par un ingénieur des ponts et chaussées. Le relevé concernait donc une partie des coursiers. C'est le coursier que vous voyez sur une image en bas, la troisième image à partir de la gauche. Donc on a un relevé exact de l'état des roues. On retrouve 3 roues qui fonctionnaient en même temps à cette période-là. Ce fonctionnement nous laisse aussi à comprendre que les roues ont plusieurs fois été déplacées. On trouve des baies au niveau des soubassements.
toute cette gestion de litige était liée aux droits d'eau. Les droits d'eau, donc, comme il a été stipulé auparavant, est ce qui régule réellement la vie des moulins entre eux. On a un débit. La rivière produit donc une force hydraulique qu'on est censé maîtriser sans pour autant compromettre l'activité des moulins en amont et en aval. On fixe un niveau d'eau, donc par rapport à un emplacement particulier dans un des moulins. Donc dans notre cas, c'était un linteau de porte donc du moulin 4, du premier moulin à côté du grand moulin. La hauteur d'eau était... le propriétaire des moulins de Noblat devait absolument assurer un niveau d'eau de 2 mètres en dessous de la hauteur du linteau de la porte. Pourquoi ça? C'est pour ne pas mettre en péril, pour des raisons de débordement, les moulins qui sont en amont, pour ne pas empêcher l'eau de s'écouler, et aussi assurer un débit assez suffisant pour le moulin en dessous, pour qu'il puisse avoir une production assez performante. Donc, tout ça est maîtrisé grâce à un système de vannes. Les vannes sont détaillées sur la planche du haut. On retrouve encore des vestiges actuellement sur le site. Elles sont remplacées par un système de madriers et de grilles métalliques, vu qu'elles ont disparu et qu'elles ont besoin d'un entretien régulier. Il y a même une vanne métallique qui a été installée sur un des coursiers, mais cette vanne-là est la seule que l'on peut actuellement contrôler et est réellement insuffisante pour pouvoir gérer les droits d'eau. Mais bon, l'activité hydraulique actuellement sur la Vienne est très très minime, donc les différents aléas liés au débit d'eau ne peuvent porter préjudice qu'aux moulins de Noblat en eux-mêmes. Donc par rapport aux différents vestiges mécaniques qu'on a pu retrouver sur le site, on a essayé de faire une mission de relevé assez exhaustive pour comprendre les différentes étapes qu'a connues le site depuis le début de l'activité industrielle qu'il a abrité. Donc on retrouve en premier lieu une roue à aube de 4 mètres de diamètre donc au niveau du grand moulin. Cette roue n'est pas une roue d'origine, c'est une roue qui a été amenée d'un autre site. Elle a été posée là par le dernier propriétaire qui a fait énormément de travaux au niveau de ce moulin. Il a essayé de remettre en place tout le mécanisme préexistant qui était lié à une activité de meunier. Donc cette roue n'est pas d'origine. Par contre, on a retrouvé un mécanisme sur un essieu entre 2 petits moulins, sur un coursier qu'on retrouve en haut à droite. Donc ce mécanisme a été analysé, redessiné et complètement relevé, ce qui a pu nous permettre de comprendre son fonctionnement et d'imaginer une probable restauration future. Donc ailleurs, on a le moulin à double étage qui lui est le dernier moulin à avoir abrité une activité de meunier. Donc on y retrouve un beffroi donc qui était censé supporter le mécanisme, et ainsi qu'une meule qui était enchaussée dans le plancher au niveau de l'étage. Donc ces vestiges-là sont assez nombreux. C'est des vestiges qu'on peut lire dans la charpente en elle-même. C'est des vestiges qui, sans un œil assez acéré, peuvent passer inaperçus, mais on retrouve énormément d'encoches, de preuves de réemploi des matériaux, ce qui rend très difficile donc aussi bien la datation que l'assurance d'informations pertinentes par rapport à leur emplacement initial. On retrouve aussi, ce problème ne se pose pas au niveau des maçonneries, par exemple au niveau des baies et des œillards. Donc les œillards sont les baies par où passaient les axes des roues pour entrer au niveau des sous-sols et s'enclencher avec le mécanisme en mouvement à l'intérieur des moulins. Donc les œillards, on peut retrouver énormément d'œillards sur un même seul mur, parce qu'une fois que des dégâts sont notés sur un œillard, on déplaçait la roue, on fermait l'œillard, on en ouvrait un autre à côté. On retrouve énormément de linteaux sur place. Tu peux passer à autre chose. Donc en termes de mécanismes restaurés, comme je l'ai dit, les mécanismes du moulin 6, du grand moulin, ont été restaurés par l'ancien propriétaire. Il a essayé de créer un certain engouement, faire un petit peu de publicité par rapport à un restaurant qu'il a installé au sein même du moulin.
Donc tout le mécanisme a été restauré avec une certaine, une certaine ressemblance à tout ce qui aurait pu exister réellement au moment où le moulin était en fonctionnement. Donc on retrouve le mécanisme, donc la roue, le mécanisme de la roue intérieure qui était directement lié à la roue, donc qui est une roue à aube avec une dite rue par-dessus. On retrouve tous les mécanismes, dont un mécanisme assez particulier, c'est un mécanisme d'alerte, d'alarme que vous retrouvez en bas sur la droite, qui, avec le mouvement de la roue, on a les deux petits pistons qui remontent et une fois la farine, une fois une certaine célérité atteinte par la roue, se mettait systématiquement à sonner. Il faut savoir que toutes les dents des roues sont en bois, que cela pour pouvoir les modifier, les changer très vite, parce que bien que le matériau, le bois soit très... on peut user le bois beaucoup plus vite que le métal, mais le bois a quand même la particularité d'être très maniable et on peut échanger facilement une dent en deux coups, trois mouvements. À côté, on a le moulin d'Hugo. On a essayé de faire une petite étude comparative. Le moulin d'Hugo est un moulin à papier qui a été restauré, qui est géré actuellement par une association qui essaye de le faire vivre. Donc le moulin d'Hugo, lui, a plusieurs mécanismes qui ont leur spécificité. Chaque moulin donc, a une identité propre à lui. Donc le moulin d'Hugo a aussi bien une roue à aube avec une amenée d'eau par-dessus et aussi une turbine qu'on voit en haut à droite. Donc deux systèmes d'utilisation de la force hydraulique qui, reliés à l'intérieur à un mécanisme, des mécanismes d'origine qui ont été restaurés comme une pile hollandaise en bas à gauche qui permet de malaxer la pâte grâce à des cylindres à lame, des roues en granit, des meules en granit d'origine aussi, et plusieurs autres parties ou plusieurs autres mécanismes qui ont été restaurés et qui prouvent que même aujourd'hui, on peut encore produire de la matière avec des pièces qui ne sont pas aussi anciennes que ça et qui ne sont pas complètement perdues. Voilà. Donc on va maintenant vous présenter le projet et les différentes pistes de réflexion qui sont sorties de toutes ces analyses de terrain et de documents d'archives. Donc, on s'est d'abord posé la question des documents de supracommunalité et de ce qui s'imposait au territoire. Pourquoi ? Parce que quand on va chercher des financements, c'est bien de savoir dans quel type de politique on rentre. Donc au niveau du SCOT, c'est-à-dire du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Limoges, dont fait partie Saint-Léonard-de-Noblat et dont il est un des pôles relais, on a quelques grands thèmes qui correspondent finalement aux pistes de réflexion qu'on avait évoquées sur nos moulins, comme la valorisation touristique des portes du territoire, le fait de développer une logique d'axe touristique à la fois géographique, donc sur la vallée de la Vienne notamment, ou thématique avec le cheminement de la porcelaine. Donc au niveau du schéma de cohérence territoriale, ce sont des grands thèmes qui sont déjà évoqués, ainsi que la poursuite et la mise en valeur des savoir-faire et leur potentialité touristique. Donc par rapport à la spécificité de notre site et à ses enjeux patrimoniaux, on voit déjà qu'on est dans quelque chose qui est complètement cohérent et qui a au niveau des documents supracommunaux qui correspond à une grande ligne directrice. Ensuite, on a au niveau de l'intervention du territoire, on a évidemment le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire le document d'urbanisme de la commune de Saint-Léonard-de-Noblat. Ici, on vous présente le projet d'aménagement et de développement durable, qui est en fait le schéma des grandes orientations du territoire communal pour les 10-15 ans à venir. C'est également un document auquel les projets qui arrivent sur le territoire doivent être compatibles. Et dans ce document d'urbanisme, certains grands objectifs concernent directement le site du pont de Noblat et les moulins, la gestion des entrées de ville, la sécurisation des déplacements, la résorption de la vacance, on va voir tout à l'heure à quel point c'est pertinent, la valorisation du patrimoine architectural et le développement touristique, y compris l'offre de structures d'accueil. Donc, on s'est posé la question, effectivement, de savoir quels étaient les leviers financiers qu'on pourrait mettre en place à partir du moment où on intervenait sur des moulins qui correspondent et qui rentraient dans ces différents types de politiques supracommunales et communales.
Alors sur le territoire, on a également une prise en compte des enjeux patrimoniaux qui existent, avec le site inscrit de la vallée de la Vienne. Tu repositionnes les moulins. Donc nos petits moulins sont là. Donc on a le site inscrit de la vallée de la Vienne qui avant était un peu plus étendu. On a la servitude de protection, donc zone de protection de patrimoine architectural et urbain, puisqu'elle est antérieure à la loi paysage de 93, qui est venue manger une partie du site inscrit, puisqu'en fait ce site disparaît sur son territoire, et qui montre finalement un enjeu de protection et de préservation extrêmement important. Et la nouvelle ZPPAUP, qui est en révision actuellement et qui va passer en AVAP, intègre aujourd'hui à la fois ce site des moulins et donc l'usine Coquet, qui était finalement à l'extérieur de ce premier document d'urbanisme, qui est une servitude, donc qui s'impose également au territoire. L'intérêt de ces documents-là, c'est qu'en fait, à partir du moment où on lance une opération de programmation d'amélioration de l'habitat, on peut avoir des financements, enfin des dégrèvements d'impôts et des financements importants. Alors, on s'est posé la question effectivement du système, enfin des différentes contraintes qui se posaient sur notre territoire. Donc on a des contraintes naturelles, on a le risque naturel avec les mouvements de terrain, les coulées de boue qui sont portés en rouge, avec plusieurs arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Donc c'est extrêmement important, on est en contrebas. On a la vallée avec son risque naturel d'inondabilité. Le plan de prévention des risques d'inondabilité de la Vienne a été arrêté en novembre 2009. On est en aléa fort, c'est-à-dire entre 3 et 4, ce qui veut dire inconstructibilité, en fait, sur ces éléments-là. Et on a également la RD, donc ancienne route nationale déclassée, avec le risque de sécurité pour la circulation. On voit qu'on a un virage extrêmement serré sur lequel on n'a aucune visibilité. Le nombre de repérages qu'on a pu faire sur le terrain nous a prouvé à quel point il était dangereux de traverser, mais ne serait-ce que de longer le Grand Moulin. Et on a également un trafic extrêmement chargé de poids lourds et une vitesse excessive. Donc, à cette contrainte qui s'impose sur le territoire, on a également des dysfonctionnements urbains. Ces dysfonctionnements urbains sont d'une part une partie de l'axe routier où le cheminement du piéton n'est pas sécurisé. On a des trottoirs extrêmement étroits et ça vient corroborer le problème effectivement de la rapidité et de la circulation dense dont on parlait avant, et l'absence de lieux de franchissement sécurisés pour les piétons, ce qui fait que où qu'on traverse, de toute façon, c'est dangereux. On a également des dysfonctionnements bâtis avec des éléments de bâtis vacants, y compris nos moulins, des éléments bâtis vacants en face, et puis bon, évidemment dans le faubourg de Noblat, avec des bâtiments en mauvais état dont une partie sont étayés et des étaiements ne servent plus à maintenir les bâtiments sur pied. Et puis on a des difficultés de perception, ça rentre effectivement dans les problématiques d'entrée de ville. On a des pignons extrêmement importants et peu valorisants qui sont en vue d'arrivée immédiate. Et puis la difficulté de perception de l'entrée de ville, où commence-t-on ? C'est-à-dire qu'on arrive à l'usine Coquet, on est déjà normalement dans Saint-Léonard. Ensuite, on a un espace effectivement où il n'y a plus de construction. Ensuite, on a ce virage. Et ensuite, on arrive sur la densité du faubourg de Noblat. Et on ne sait pas vraiment à partir de quand on rentre sur le territoire communal. Donc malgré tout ça, on a quand même sur notre site des atouts et des potentialités évidentes. On a un site remarquable. On a vu tout à l'heure qu'il était inscrit et en ZPPAU. Et puis on a également effectivement une zone Natura 2000 à proximité immédiate, ce qui est quand même un enjeu écologique extrêmement important. On a des composantes paysagères valorisantes avec des boisements structurants qui couvrent les pentes. C'est les emboisements qu'on a vu arriver au XIXe siècle avec la déprise agricole, qui aujourd'hui évidemment sont des boisements qui sont considérés comme qualitatifs. D'ailleurs, une partie est précisée en espace boisé classé. On va voir que c'est important pour le projet qu'on va mettre en place. Et surtout, ce sont des boisements qu'il faudra préserver, puisqu'on a une problématique de stabilité de coteaux. Donc on ne peut pas déboiser des éléments des coteaux instables. Ensuite, on a les espaces ouverts avec des vues réciproques qu'on a positionnés en fait à la fois en fond de vallée et puis d'un coteau à l'autre. Et puis la Vienne, avec cette boucle, et puis cette île particulière, avec un espèce d'élargissement de la vallée, avec l'île au milieu, et qui est historiquement lié au fonctionnement de ce site de moulin en batterie,
Voilà. Donc ça, on est sur des enjeux extrêmement importants au niveau du territoire. Et on a des composantes bâties et urbaines également importantes. On a les ensembles des moulins de Noblat, qui sont, comme disait Marie tout à l'heure, parmi les derniers moulins en batterie de la Vienne. On a un site industriel qui est occupé depuis le XIe siècle et un ensemble à forte valeur pittoresque qu'on a vu tout à l'heure, et une des cartes postales de Saint-Léonard. Donc ça, c'est pour l'ensemble qualitatif des moulins de Noblat. On a également l'usine de porcelaine Coquet, qui est une entreprise de renommée internationale, qui est la dernière entreprise de porcelaine de Saint-Léonard et qui est à la fois un lieu de création, de production et de vente, lieu de connaissance et de mémoire de ce type d'industrie qui a été extrêmement importante dans la région. Et enfin, les entrées de ville depuis Limoges, qui est un site d'enjeu identitaire fort pour Saint-Léonard. On a vu en plus que c'était relayé par les problématiques des documents de supracommunalité et commune. Donc ce qu'on a proposé pour permettre aux gens de venir sur les moulins avant de pouvoir effectivement se poser la problématique du réinvestissement de ces moulins, c'était de mettre en sécurité ce site. Alors dans un premier temps les piétons, c'est-à-dire que dans la première partie à Prime, je ne sais pas si on voit bien, on a positionné une passerelle en surplomb au-dessus de la Vienne, qu'on a accroché au parapet existant, en fait, plutôt que de cantonner les piétons au trottoir extrêmement étroit, on les a positionnés au-dessus de la Vienne, en finalement les mettant en sécurité de l'autre côté du parapet, ce qui nous a permis d'avoir un élargissement possible au niveau de la voie, ce qui était intéressant par rapport à la gestion de ce virage. Donc on a dévoyé légèrement la voie, donc on a utilisé cet élargissement pour pouvoir dévoyer la voie et donner une meilleure lisibilité finalement à ce virage. Et puis on a ensuite réglé le problème de la vitesse et de la mise en sécurité des traversées avec un rétrécissement progressif de la voie de 9 mètres à 7 mètres et puis un espace de plateau qui permet les passages piétons et les espaces de stationnement aisés et qui permet finalement la variation de la vitesse de 70, 50 et 30 km/h sur ce plateau qui permet la traversée. On a également géré en bas, comme on peut le voir, la problématique des pignons. Le pignon peu valorisant quand on arrivait sur les moulins correspondait à un arrachement d'un bâtiment qui avait disparu. Et donc on recrée une façade et en même temps on vient conforter le showroom et la mise en valeur par l'usine Coquet de cet espace d'exposition. Alors, dernier point de cet espace, de cette échelle territoriale, on a aujourd'hui sur le site du promontoire un point de vue qui est aménagé aux chênes de Clovis, comme on dit, qui donne en fait sur le promontoire de Saint-Léonard, et on ne perçoit pas la Vienne, on ne perçoit que la colline de Saint-Léonard avec les villes qui s'est implantées dessus. Et ce que nous proposions ici, c'était de venir s'accrocher sur les boucles secondaires aujourd'hui disparues qu'on souhaiterait reprendre, puisqu'en fait elles ont été privatisées par l'agriculteur du plateau, pour pouvoir positionner un nouveau belvédère qui viendrait, lui, ouvrir un second paysage sur le fonctionnement de la vallée, de l'île, de ces moulins en batterie, et permettrait enfin de voir la Vienne qui n'existait pas de l'autre côté. Donc, je montre la photo. Voilà. Donc en fait, bon, évidemment, on est très en avant pour pouvoir avoir la perception, mais là, quand on recule, on a effectivement l'ensemble de l'île, le système des moulins en batterie, et puis ces deux canaux avec le coude de la Vienne qui permet d'appréhender le fonctionnement total du site avec ce petit patrimoine industriel. Donc on passe maintenant au projet sur les moulins proprement dit. Alors, on a eu beaucoup d'interrogations sur que faire avec ces moulins. La donnée principale qu'on avait, c'était l'appartenance à l'entreprise Coquet. On s'est demandé au début s'il fallait qu'on fasse un projet, comme on était dans le cadre de l'école, un projet déconnecté de cette réalité et de faire un projet d'école qui nous scierait davantage éventuellement. Et on a rapidement pris la décision en fait, de rester dans un cadre réel et de travailler avec cette contrainte qui nous semblait intéressante. Et du coup, ce qui nous a permis aussi, en termes de sites un peu plus élargis que vient de vous présenter Anne, de travailler sur l'échelle du site Coquet avec la relation entre l'usine et les moulins.
sachant que actuellement, ce qu'on vous a pas dit au début, l'usine Coquet vient de transformer le rez-de-chaussée du Moulin 6, enfin du Moulin 6, pardon, c'était notre jargon entre nous, enfin du Grand Moulin, en showroom pour montrer au public, c'est un lieu de vente et c'est aussi un lieu de promotion de leur production. Ça nous a semblé intéressant et du coup on a voulu, donc on avait plusieurs intentions comme ça en amont de projet. Donc on voulait valoriser ce lieu qui peut permettre de mélanger la technicité, la science, la sensibilité et la création. Retrouver un usage lié à l'eau, parce qu'on s'est demandé est-ce qu'un moulin sans roue est toujours un moulin ? Et notre réponse à la question c'était non. Un moulin qui n'a plus de roue, c'est plus un moulin. Et nous on trouvait ça intéressant de conserver cette identité à nos petits moulins. On voulait aussi conserver ces moulins pour plusieurs raisons. C'est la carte postale de Saint-Léonard qui est située sur une des entrées de ville, l'entrée de ville qui vient de Limoges. Limoges, c'est la capitale de la porcelaine. Et on a un des emblèmes de la porcelaine de Limoges à Saint-Léonard, à qui appartiennent les moulins. Du coup, c'était quelque chose qu'on trouvait intéressant de mettre en avant. Sachant qu'actuellement, quand on passe au niveau de l'usine et des moulins, on ne se rend pas forcément bien compte que c'est là qu'est installée l'usine Coquet. Et d'ailleurs, on ne se rend pas compte non plus forcément de la relation entre les deux pôles. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est un témoignage industriel qui est en train de disparaître, puisque cette formation de petits moulins de ce type-là, il n'y en a presque plus. C'est un patrimoine local également, puisque c'est une forme de maçonnerie avec du pan de bois qu'on peut retrouver à d'autres endroits aussi sur le territoire limousin. Et donc voilà, donc pour plusieurs raisons, on a trouvé très intéressant de les conserver. Voilà. Donc le projet en lui-même. Donc on a essayé de concevoir une sorte de pôle d'excellence autour de l'usine Coquet, donc autour de la porcelaine, et autour des moulins et de la réutilisation hydraulique. Donc on s'est tout de suite demandé qu'est-ce qu'on fait au niveau de la production hydraulique, de la remise en état des roues. Donc c'est Fares qui vous développera notre position et ce qu'on a fait un tout petit peu plus tard. Mais c'était quelque chose qui nous a tenu à cœur dès le début. On s'est dit, il y a de l'eau, actuellement on parle de développement durable, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. Donc on s'est tout de suite tourné vers la production hydroélectrique. Et entre nous, on a commencé à se poser les grandes questions, restauration, restitution ou patrimoine contemporain. Donc est-ce qu'on remettait des roues en bois ? Est-ce qu'on remettait des roues plutôt métal 19e, comme on pouvait encore avoir sur le site, et les vannes, comment on fait. Et du coup, on s'est dit, on peut profiter du fait d'avoir l'entreprise Coquet sur le site, du fait qu'il y a du public qui va venir, et on a décidé en fait de trancher entre tout ça et de prendre un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on voudrait, comme on a des moulins en batterie, mettre en valeur le patrimoine hydraulique également, et donc de proposer... Enfin, Fares vous expliquera tout ça après, mais de proposer une restitution de roues en bois, une restitution de roues métalliques, de mettre en place une turbine hydroélectrique. Et donc, autour de ça, on a proposé, à l'intérieur de deux petits moulins, de mettre un pôle pédagogique qui pourra être accessible donc aux scolaires ou à des gens qui voudraient pique-niquer sur l'île et venir voir comment ça fonctionne. Et à l'intérieur de ce pôle pédagogique, on pourra voir donc une roue métallique, le fonctionnement d'une turbine et... Donc voilà, le Grand Moulin, on l'a laissé à l'usine Coquet, c'est-à-dire qu'il y a déjà son showroom, et nous on voulait proposer dans les salles qui ne sont pas utilisées, d'en faire un centre d'échange où on pourra discuter de la porcelaine. Le Grand Moulin est lié à une petite île qui actuellement a des barnums en plastique dessus. Nous on voulait proposer, je développerai un tout petit peu après, d'en faire un espace de convivialité, tout ça lié à la porcelaine. Restaient ces trois petits moulins qui posent problème, dans le sens où c'est un patrimoine fragile, c'est des espaces petits, on a des problèmes de niveau. Si on veut l'ouvrir à la visite, c'était notre première intention, on se confronte aux normes ERP, donc établissement recevant du public. On se confronte aux normes d'accessibilité de personnes à mobilité réduite et tout un tas de problèmes.
et l'inondabilité, puisqu'on est en aléa fort. Et actuellement, l'ancien propriétaire avait construit des petits murets pour essayer de se protéger de la montée des eaux, qui n'a aucune efficacité et qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, tous les ans, les moulins ont les pieds dans l'eau et les rez-de-chaussée sont inondés. Ce qui a été pris en compte à la construction, puisqu'on n'a pas de traces de dégâts liés à cette inondabilité régulière. Par contre, nous, on est obligé de le prendre en compte si on veut ouvrir au public ou en faire quelque chose en particulier. Donc, notre décision a été de laisser les rez-de-chaussée libres et de transformer les étages des 3 derniers petits moulins en ateliers, donc, parce qu'on a envisagé plusieurs possibilités, ou pour accueillir des designers de porcelaine, par exemple, ou des artistes en lien avec l'usine Coquet qui pourraient venir travailler là sous forme de bourse ou pas, dans l'idée justement de promouvoir l'art de la porcelaine. Ou éventuellement, on pourrait imaginer aussi des chambres d'hôtes ou... alors les chambres d'hôtes, c'est peut-être un peu excessif comme terminologie, parce que c'est quand même un bâtiment qui restera un peu... âpre, mais disons qu'on pourrait envisager une utilisation un peu modulaire en fonction des besoins. Il y a aussi le fait que les moulins étaient, donc, comme on l'avait montré au début, il y avait un fonctionnement entre l'île, les moulins et les bâtiments existants de l'autre côté de la route. Donc il faut savoir qu'il y a un immeuble qui appartient aussi à l'usine Coquet. De l'autre côté de la route, on avait pensé à un hébergement de ce côté-ci pour accessoirement des designers ou des invités créateurs qui viendraient s'installer au niveau des moulins pour utiliser la force de l'eau grâce à des machines qu'on restaurerait pour pouvoir avoir, donc, grâce à cette motricité, un pouvoir de création et tout ça dans un cadre très agréable et très tranquille. D'un autre côté, on a les parcelles agricoles qui peuvent toujours qui appartiennent toujours à l'usine Coquet, mais il y a eu toute une réflexion de privé et de public, dans le sens où les flux, la gestion des flux des visiteurs, il fallait trouver un fonctionnement qui faisait que le centre pédagogique soit autonome, que le showroom en lui-même soit autonome, que le site, qui est quand même assez grand, puisse abriter plusieurs activités en même temps, sans pour autant créer des problèmes de fonctionnement et de responsabilité. Parce qu'ouvrir les autres moulins au public, il y avait quand même un risque de voir des gamins tomber à l'eau, et ce n'est pas un site très conseillé. Voilà. Donc on a conçu un système de fermeture nocturne ou pour... oui, voilà. Donc par rapport à l'intervention sur le bâti, on a décidé de conserver la carte postale côté route, donc sur les façades que vous avez vues. Donc sur ces parties-là, on sera plutôt en conservation et en restauration. Donc on va avoir un travail sur les maçonneries, la reprise des enduits. Je vous expliquais que on a une maçonnerie type, dite limousinerie. Actuellement, elle est très peu visible parce qu'il y a énormément d'enduits, notamment des enduits ciment qui ont été mis sur les maçonneries. Les enduits des pans de bois sont très abîmés. On a des tassements, on a un certain nombre d'opérations à faire, et donc sur ces façades-là, on sera plutôt en conservation, donc restitution des huisseries abîmées, remplacement des vitrages, et on a une intervention un peu plus forte sur les sous-bassements des moulins, puisque le propriétaire antérieur avait réalisé des petits murets pour se protéger soi-disant des inondations, qui ont été assez mal réalisés, puisque c'est une sorte de moellon, mais alors avec une mise en œuvre très régulière et avec un mortier de ciment, qui fait que ça jure un petit peu avec les moulins. Donc nous, on a proposé de revenir à un état un peu plus antérieur, avec des passerelles en bois et des lisses sobres pour la protection du public.
Au niveau de la façade arrière, on s'est permis d'avoir une liberté un peu plus grande pour pouvoir rendre les étages des moulins un peu plus habitables. Donc à l'arrière, on avait un appentis qui existe toujours, mais qui est très dégradé et qui a un très gros problème structurel. Donc nous, on a proposé son remplacement avec une forme similaire à ce qui existe actuellement. On a beaucoup travaillé sur cet appentis, ça n'a pas l'air, mais on y a passé du temps. On a voulu avoir une écriture très contemporaine au début. On a essayé pas mal de choses et finalement, ce qui fonctionnait le mieux, même si ça ne nous plaisait pas forcément beaucoup au début, c'était la forme de l'appentis tel qu'il est actuellement. Donc on s'est permis de la modifier légèrement et puis d'en proposer une écriture un petit peu plus contemporaine. On avait un petit moulin ici qui était en bois, en bardage bois qui servait de barbecue. C'est même pas vraiment un moulin, disons que c'était plutôt une sorte de cabane appuyée sur un mur antérieur. Donc on a décidé de conserver le mur qui appartenait à un ancien moulin et de s'appuyer dessus pour en faire une petite boîte pour notre pôle pédagogique, donc en liaison avec ce moulin-là, et des pergolas pour l'espace de convivialité, qui était notre proposition à l'usine Coquet. C'était développer donc un système de pergola qui viendrait remplacer les barnums en plastique qu'il y a actuellement sur l'île et qui pourrait permettre de développer ou des cocktails pour l'usine ou par exemple des mariages, puisque c'est les moulins de mon cœur et qu'avant on venait se marier sur l'île et ce serait une jolie façon de mettre en valeur les moulins et de permettre aussi à la population d'en profiter. Bon. On a essayé, enfin, l'activité des moulins est quand même, a été pendant un long moment le fleuron même de l'industrie locale. Donc on a essayé de revoir et de rendre à César ce qui appartient à César et de remettre en place un savoir-faire technique qui, même si aujourd'hui n'apparaît pas, sauf dans le cadre de la porcelaine, comme en témoigne encore l'usine Coquet et sa côte internationale. On a essayé de pousser un petit peu nos recherches et nos interventions afin de balayer un petit peu toutes les activités qu'il y a eu sur ce site. Donc à travers tous les documents d'archives et les vestiges retrouvés sur place, on a essayé de créer un genre d'éventail qui va retranscrire tout ça. Donc on a reconstitué en 3D à partir des documents d'archives, les roues en bois existants donc, au XIXe siècle, donc, de différents diamètres et de différentes constitutions selon le diamètre, parce que la mise en place et le renfort en termes de poutres de bois diffèrent selon les efforts auxquels sont assujettis les roues. Donc ces roues-là vont être restaurées à l'endroit où on n'a plus aucun vestige, où il ne nous reste que des œillards ou des baies dans les murs de soubassement. Donc ça va être au niveau du moulin 1 et 2, donc en bas à droite. Voilà. Donc à côté de ça, on a donc retrouvé il existe encore sur place un essieu avec un arbre à cames d'une roue datant de la fin du 19e siècle. Donc, dont l'état est montré sur le petit dessin. Donc la restitution de cet état, l'analyse de cet état nous permet de faire une projection d'une roue future avec des matériaux futurs, vu que ça va être une création, pour ne pas altérer l'interprétation et la lecture des visiteurs sur le site, créer carrément une roue avec des matériaux contemporains, de la fibre de carbone, de l'aluminium, qui serait assez résistant par rapport aux efforts qu'on va leur demander. Par contre, qui trancherait par leur différence de matériaux avec ce qui existe actuellement. Toutes les roues qu'on va remettre en place seront fonctionnelles. Donc on va réellement utiliser l'énergie hydroélectrique pour la création d'énergie, aussi bien pour le fonctionnement des besoins des designers dans les petits moulins que pour la production de l'électricité. La production de l'électricité, on a pensé à l'installation de turbines hydroélectriques ou ce qu'on appelle des vis sans fin. C'est un genre de vis d'Archimède qui tournerait grâce à un débit d'eau. Il faut savoir qu'on n'a pas énormément de débit à cause du nombre de vannes sur site. On a beaucoup de vannes, donc énormément de déperditions. Il y a un grand canal d'amener et un grand canal de fuite, mais
Il faut savoir qu'en simultané, toutes les roues ne peuvent pas fonctionner. Le dispositif de la vis sans fin a comme qualité de ne pas avoir besoin de beaucoup de débit pour pouvoir générer de l'électricité. Donc c'est ce simple dispositif qui est pérenne pour une durée d'une trentaine d'années, donc qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien, juste mettre une grille en amont pour éviter les troncs d'arbres, que les troncs d'arbres viennent fracasser la vis. Sinon, le dispositif est branché à un boîtier électrique, donc à un tableau qui pourra générer de l'électricité, du courant alternatif. Bien sûr, il y aura la restauration de la grande roue du grand moulin, qui est déjà existante, qui est déjà connectée au mécanisme, et donc une restauration, parce qu'il faut savoir qu'une roue qui ne tourne pas s'altère énormément, le bois a besoin d'être altéré. Donc il y aura aussi la remise en place des vannes pour pouvoir gérer les droits d'eau qu'on va devoir demander et réactualiser pour toute action afin de pouvoir produire de l'électricité. Donc les vannes, on va restaurer aussi bien les vannes qui existent en 1836 que les vannes, remettre des vannes actuelles en métal à levier. Voilà, tu peux passer à autre chose. Donc par rapport au système de passerelle, on a essayé de pousser les détails techniques pour créer des passerelles qui s'intégreraient à l'existant. Donc la passerelle a été pensée avec des matériaux répondant aux dangers d'inondabilité de la Vienne. Donc tout a été pensé pour pouvoir résister à ça. On s'est inspiré d'une passerelle qui existe à Vérone, à la ville de Vérone en Italie, et on a essayé de reprendre des dessins, enfin des gestes architecturaux comme une main courante qu'a utilisé Philippe Villeneuve à La Rochelle. Donc tout cela, la même passerelle aurait été utilisée en lieu et place des murets en pierre au devant des moulins, pour avoir une certaine transparence et une fluidité de la vue. Et en face, au niveau des dents creuses faisant face au moulin, donc on a proposé un réaménagement au niveau des dents creuses, non pas au rez-de-chaussée pour les problèmes d'inondabilité dont on a parlé, mais juste à l'étage, afin de prévoir un espace de courtoisie pour les logements existants à côté et de créer un certain alignement, recréer l'alignement disparu à travers une paroi vitrée qui protégerait les habitants des nuisances sonores sans pour autant les priver de la vue vers les moulins. Voilà. Donc, pour conclure, il faut dire que le moulin, enfin le site et le projet qu'on a essayé de mettre en place est très très complexe. Donc, il demande obligatoirement une démarche partenariale avec les différents acteurs locaux. Le partenariat est réellement obligatoire parce qu'on ne peut pas demander à un propriétaire d'être le garant de la culture et du patrimoine de toute une ville et de toute une région. Donc, la mise en place de ces partenariats permettront donc de mettre en place des mécanismes de financement qui permettraient la réalisation aussi bien des projets de sauvegarde qui sont assez urgents pour le cas, par exemple, du moulin à 2 niveaux, que la mise en valeur après des moulins existants, aussi bien à travers une création d'une technologie nouvelle qui est la production électrique grâce à l'énergie hydroélectrique, que la mise en valeur de la qualité même de l'industrie de la région le long de la Vienne, et avec l'activité qui persiste encore aujourd'hui grâce à l'usine Coquet. Voilà. Ce qu'il faut voir actuellement, c'est que la situation des moulins dans le coude au niveau de la départementale avec les gros poids lourds qui passent, c'est un lieu qui est magique et en même temps qui est très désagréable. Et la restauration des moulins et le sauvetage des moulins passe nécessairement par une intervention sur cette route départementale qui ne peut pas être du ressort d'un propriétaire privé par définition. Donc ça implique nécessairement l'intervention du conseil régional et des collectivités locales. Donc un petit peu de bonne volonté fera que ce projet pourra peut-être un jour être réalisé dans l'État ou autre. Et maintenant, il y a Monsieur Lepage. C'est Monsieur Lepage de vous dire ce qu'il a pensé de notre travail. Est-ce qu'on a répondu à ces questions? Alors, est-ce qu'il s'en est posé encore davantage? Ah oui, aussi. Et une présentation de son usine aussi. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'histoire
de l'usine Coquet. Je vais rajouter quelques éléments un tout petit peu anecdotiques, mais qui expriment et qui expliquent surtout l'état d'esprit en 2012 de notre métier. 1824, 1825, on est passé au kaolin, en tout cas à d'autres matériaux que le blé ou le papier, et avec une renommée importante avec les frères Pouillat, qui étaient des porcelainiers d'excellente, de très 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 grande qualité. Il y a eu plus d'un siècle de flottement, où il n'y avait pas grand-chose qui sortait de cette manufacture. Elle s'est longtemps appelée Manufacture de la Haute-Vienne, et elle est devenue en 1961 Porcelaine Coquet. Une anecdote, c'est le père de Jean-Louis Coquet a souhaité offrir à son deuxième fils une usine. Le premier avait un petit atelier à Bagnolet qui fabriquait les moules en porcelaine pour les gants en latex après-guerre. Et donc il a offert à son deuxième fils cette usine au bord de la Vienne. Et pour ça, il avait choisi un partenaire d'une grande famille de porcelainiers, les Desoulières, et le grand-père Coquet et le grand-père Desoulières s'étaient mis d'accord pour acheter cette usine. Curieusement, ils ne se sont pas entendus, et tout aussi curieusement, 6 mois après, elle brûlait. Ce qui lui a donné un prix d'acquisition, quelques mois après, beaucoup plus bas. La famille Coquet ayant fait une belle affaire, il y a eu pas mal de travail pour la remettre en service, d'une manière autant industrielle que créative. Et au bout d'une dizaine d'années, la marque Coquet a existé. Et Jean-Louis Coquet a eu une excellente idée d'utiliser un designer qui, à l'époque, avait dessiné un service qui porte son nom, Eld, en 1971-72, et qui a été le premier service acquis par le musée Beaubourg dans la contemporanéité de la porcelaine. Ce qui a donné à la manufacture Coquet, qui est une manufacture, vous avez vu les plans, succincts, longilignes et très très mal foutus, a donné à la manufacture et une image assez ancienne, de vieille usine, pas pratique du tout, et en même temps de créativité contemporaine. Donc la famille Coquet a beaucoup de talent, avait et a toujours beaucoup de talent, parce que la fille de Jean-Louis Coquet crée toujours et a sa propre entreprise. Ils ont su générer dans ce métier un tout petit peu en perdition de création, en perdition de relations sociales, en perdition de beaucoup de choses. Ils ont su recréer un dynamisme et une envie non seulement de fabriquer, mais aussi d'acheter de la part des clients qui cherchaient autre chose que des assiettes toutes rondes avec des petites fleurs sur les ailes, même si c'est tout aussi sympathique à voir. Donc en 1980, Jean-Louis Coquet a créé la première assiette qui n'était pas vraiment carrée, mais plus ronde du tout. Il l'a appelée Prélude. C'est une assiette carrée, mais avec des ailes légèrement arrondies, et qui est devenue l'un des modèles les plus copiés au monde depuis 25 ans. Donc cette entreprise a très 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 bien fonctionné, n'a pas senti dans les années 80 les baisses de liste de mariage, parce que nous vivons avec des choses très, très précises dans nos métiers. On a une chance inouïe, c'est que quand on a la chance de pouvoir manger, ce qui est quand même, heureusement, la plupart d'entre nous, ou la majorité d'entre nous, mais dans le monde, il y en a quand même certains qui ont des difficultés. Là, c'est dans une porcelaine que nous mangeons, dans une céramique. Le métal ne peut plus fonctionner, le micro-ondes est passé par là, et le verre, il y a eu une tentative, mais ça n'a pas non plus très bien marché. Donc, nous avons la chance de pouvoir fabriquer des objets utiles à nous tous dans le monde entier, mais avec une diversité de qualité et de difficulté à produire énorme. Une usine comme celle-ci nécessite beaucoup... il y a 18 interventions sur une assiette. Entre le moment où on fabrique la pâte, on la fabrique juste au-dessus de la Vienne, de l'autre côté de la route.
La pâte est broyée, les kaolins sont broyés. Avec l'eau, c'est une barbotine assez liquide. Ça traverse sous la. Alors je l'appelle la nationale, mais elle a été dégradée depuis qu'il y a l'autoroute Brive-Clermont-Ferrand, donc c'est une départementale. Mais ça traverse la route et on récupère la pâte dans l'usine pour la mettre en pâte plus ferme pour pouvoir la façonner. Donc nous fabriquons notre propre pâte, toutes les étapes de création, modelage que vous voyez derrière moi, calibrage, et tous les types de façonnage, puis d'émaillage et de cuisson. Nous avons des fours, donc cette usine a 2 niveaux, et les fours pèsent une vingtaine de tonnes, et ils sont au premier étage sur des planchers béton. Alors je dis planchers, c'est des sols en béton extrêmement épais. Et les circonvolutions d'une assiette entre le moment où elle est calibrée et le moment où elle arrive à la cuisson, elle passe déjà 2 ou 3 monts de charge. Elle descend, elle remonte, elle redescend, elle passe dans des fours. Voilà. Donc vous doutez bien qu'une usine comme celle-là ne peut pas fabriquer une assiette à bas prix. Et comme nous savons que les difficultés pour pouvoir continuer à maintenir l'emploi, continuer à former, continuer à intéresser les jeunes et toujours maintenir des prix de vente abordables, il faut penser à une autre manière de traiter ce matériau. Donc cette usine ne nous permet pas d'être vraiment compétitifs. Par contre, elle nous contraint d'avoir des idées. Donc l'acquisition des moulins a été une opportunité. Le propriétaire, le restaurateur a eu un problème de santé sur une piste de ski et donc disparu. Et un certain nombre de gens se sont intéressés aux moulins. Ils étaient anglais, russes, absolument pas français. Alors pas dans le sens de la nationalité, mais ça n'intéressait personne dans la région. L'anglais avait des idées un peu curieuses, et le russe, je n'ai pas vraiment su les idées, mais c'était apparemment pas tout à fait dans le sens de l'histoire de ces moulins et de l'usine qui est en aval. Cette opportunité a été, je l'ai saisie, et au tout début de la crise. Et c'est un des points qui fait que nous avançons lentement. Vous ne pouvez pas acheter des choses quand vous êtes un petit industriel et expliquer que la vie est difficile au personnel de l'usine. Donc il faut avancer, surtout quand ce sont des bâtiments où il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour les restaurer. Quand vous parlez restauration à des gens qui ont eux-mêmes un tout petit peu de difficulté à financer leur propre logement ou un certain nombre de choses, il faut faire très attention à la manière dont on avance dans une petite entreprise, l'expliquer, motiver et faire partager. Quand je suis arrivé en 2004 chez Coquet, les toilettes étaient des toilettes turques à 1 mètre du sol avec des portes façon western. Alors vous imaginez le peu de plaisir du personnel pour aller... mais quelques années après, j'ai toujours autant de difficultés puisque pour la ville de Saint-Léonard, Saint-Léonard ne commence qu'au moulin. Nous n'avons pas de tout à l'égout, et quand le projet de tout à l'égout de la ville de Saint-Léonard a été mis en place, en mairie, on m'a expliqué qu'ils avaient oublié l'usine. Et comme il y a quand même 80 personnes qui vont aux toilettes tous les jours, et que la Vienne est à 50 cm, vous imaginez la difficulté pour atterrir à quelque chose de respectable. La seule solution, et c'est ce que j'ai décidé il y a 2 ans, c'était, en partant d'un lieu assez vétuste, d'aller vers une norme 14001 en faisant un pas complètement fou, parce qu'on a fait la première étape, et je ne vous dis pas le travail pour atteindre les objectifs d'une norme pareille. Donc pour l'instant, les 80 personnes, c'est la Vienne. Pour l'instant, quand vous broyez du kaolin dans nos broyeurs pour faire la pâte, puisque nous sommes en zone inondable, nous ne pouvons pas avoir de bac de décantation. Donc c'est le kaolin
par la Vienne, et j'en passe. Donc pour pouvoir tout transformer, à moins de déménager et de racheter une usine ailleurs, il faut essayer d'avoir ces idées qui font qu'à un moment donné, on va intéresser les gens. Pas forcément la porcelaine, pas forcément l'assiette, mais aussi. Et quand il y a eu ce projet de l'école de Chaillot, c'est en quelques millisecondes que vous dites, voilà, l'idée elle est là. C'est pas l'usine elle-même, parce qu'elle est bourrée de béton sur 2 niveaux. Elle vaut, dans un bilan, elle vaut très 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 cher, mais vous cherchez à la vendre, ça vaut 0. Et ça vous coûtera même beaucoup d'argent, parce qu'il faudrait la faire à moitié disparaître, puisqu'elle n'est pas si jolie, au fond. Donc les moulins étaient cette espèce d'étincelle qui fait que tout d'un coup le feu repart, et qu'à partir du moment où il repart, on peut reconstruire, en tout cas essayer d'avoir d'autres idées pour valoriser et les lieux, le régional, enfin là où on va pouvoir attirer du monde. Dans une usine, avec toutes les normes, alors vous en savez sur beaucoup de sujets 1 milliard de fois plus que moi, mais quand vous mettez quelques touristes dans une usine où à chaque pas, il y a des fours, des machines qui tournent, c'est un investissement énorme. Nous avons là, je ne vais pas aussi vite que les photos, nous avons une méthode donc très, très, très ancienne de calibrage d'assiette, hein, c'est un moule, et on met un bâton et on le calibre, presse le pied de l'assiette. Ces moules-là sont en métal. Nous avons encore au fond de l'usine des tours à métaux qui datent d'avant-guerre, pour certains d'avant-guerre, d'autres après, juste après, et nous sommes totalement autonomes pour la création. Mais vous prenez des apprentis sur ces tours à métaux d'avant-guerre, ils n'ont pas le droit d'y travailler. Il faudrait acheter ou dépenser dans du numérique. Donc on a cherché à être autonome, à maintenir cette autonomie de création. Vous souhaitez, bien évidemment, le portefeuille doit être en conséquence, mais vous souhaitez avoir une assiette pour dans 15 jours qui correspond à vos envies. Nous pouvons, parce que nous faisons le calibre métallique, parce que nous faisons les moules entièrement, nous pouvons faire l'assiette de vos rêves. Mais nous ne pouvons pas utiliser et former du jeune personnel, de jeunes apprentis, sur des machines et des outils qui datent, pour des questions de sécurité. Et l'investissement, je ne pourrai jamais faire. Plus beaucoup de porcelainiers pourront faire le pas d'investir dans des machines plus récentes pour être totalement autonomes. Donc il fallait trouver quelque chose de l'extérieur, venir expliquer au monde entier qu'une assiette c'est vachement important pour un porcelainier. Vous doutez bien qu'on en rêve tous, enfin les porcelainiers, mais ça ne préoccupe pas grand monde en fait une assiette. C'est un objet de tous les jours. On ne se rend pas compte qu'une assiette nécessite pour des artisans, un cumul d'artisans dans une petite industrie comme celle-là, beaucoup de savoir-faire, et beaucoup de savoir-faire qui sont tout juste rémunérés à, je n'oserais pas dire, le pourcentage de gens au SMIC dans une manufacture comme celle-là, avec toute la bonne volonté du monde, et nous sommes parmi les plus chers du monde. Alors, faites le calcul dans la difficulté que nous aurons à dépenser 1 euro sans créer des tensions, en tout cas des difficultés de compréhension avec l'ensemble du personnel dans ces vieux moulins. Mais il faut le faire. Il commence petit à petit quand on en parle, et Dieu sait que je parle beaucoup avec l'ensemble du personnel. C'est par là qu'on arrivera à s'en sortir, puisque de toute façon on ne pourra pas baisser nos prix, on ne baissera pas le pétrole et on ne changera pas beaucoup de choses. Par contre, permettre à un intérêt plus important de nos métiers dans le régional par de la publicité dans le sens culturel, hein, d'expliquer comment est fait une assiette. Je suis sûr que je poserai des questions là, j'aurai un peu peur de savoir, enfin d'entendre ce que c'est qu'une assiette en porcelaine. D'abord la définition de la porcelaine, j'aurais tout entendu en 30 ans. C'est tout sauf de l'argile. En fait, c'est de l'argile, vous le savez tous, mais le reste de nos concitoyens planétaires ne savent pas beaucoup comment c'est fait. Alors, l'intérêt des moulins, c'était donc de redonner une étincelle à cette usine. Les 3/4 des gens sont de Saint-Léonard ou des environs, et sont toujours passés devant les moulins.
Les hommes de l'usine, depuis que c'était un restaurant ou un bar, y ont été cuver quelques bouteilles. J'en ai découvert d'ailleurs au nom de certains ouvriers, des bouteilles au fond du bar. Et donc il y avait un besoin de redynamiser leur envie d'y croire. Voilà. Alors la crise est arrivée juste après. On a eu tout juste le temps de mettre le Grand Moulin aux normes, avec un ascenseur, avec un certain nombre de choses. Alors un ascenseur, c'est beaucoup dire, c'est un engin élévateur qu'on a essayé d'intégrer le mieux possible, et nous correspondant pour l'instant aux normes nécessaires pour que le public puisse y rentrer et sortir. Un escalier d'1,20 m de large, en chaîne épais comme ça, qui a bouffé la moitié d'une pièce, mais on est aux normes et nous en sommes heureux. Donc l'intérêt était qu'on était sur un axe routier important. Le magasin d'usine précédent était dans un petit vallon, dans une espèce de truc en tôle industrielle. Et depuis l'autoroute Brive-Clermont, les gens ne placent plus sur cette route-là, beaucoup moins. Donc il fallait recapter cette clientèle. Donc, voilà, les moulins, c'est une bonne chose. C'est long à expliquer. Je finis par motiver petit à petit. Et la clientèle, on l'a vu cet été, l'été dernier, s'internationalise un peu plus. Voilà. Les gens voient des bâtiments anciens, donc ça arrête beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, quand vous êtes un petit peu à court d'idées, ben c'est forcément les gens de l'extérieur. Donc ce projet-là était passionnant, puisqu'on ne savait pas trop comment s'y prendre. D'abord parce que le métier de la majorité des gens que j'ai en face de moi est un métier extrêmement castrateur pour quelqu'un qui a envie de faire des choses. Ah ben non, vous n'avez pas le droit, c'est inondable, là c'est ceci, là c'est cela. Donc il y a tellement de normes qu'on ne faut surtout plus avoir d'imagination. On ne peut pas, parce que c'est vous qui avez toutes ces normes en tête, et nous, quand on imagine qu'on va pouvoir peut-être faire ça, ah non, vous n'avez pas le droit, et en fait, on n'a pas le droit de grand-chose, sans vous. Donc il fallait absolument passer par vous. D'abord, justement pour redynamiser un lieu auquel on n'a pas vraiment le droit de toucher, en plus, sans votre autorisation. Donc il faut... J'ai fait exprès d'être un peu... Mais bon, c'est ça. Donc on s'est interdit, on a pensé à des idées que vous avez eues, qui a été exprimé, culturel, un lien avec les autres, un lien avec ou des métiers, ou l'eau. Bon. Mais il y a, moi, surtout maintenant, là, ces derniers mois, ces dernières années, ces derniers mois particulièrement, où le pétrole grimpe, cette idée d'électricité, production d'électricité, c'est intéressant. Et puis il y a plein de questions, toujours issues de ces moulins posés par nos clients. On a quelques grands chefs comme clients, et notamment un, pour ne pas faire de publicité, je ne le citerai pas, mais il a beaucoup d'étoiles. Et il s'est mis en tête, pour des raisons nobles dans le sens du discours poétique, mais pas forcément nobles dans le fond, et vous allez le comprendre. Christian, est-ce que tu pourrais me faire une porcelaine bio ? Alors une porcelaine bio, quand on sait qu'on mange 40% la nécessité de consommation de gaz pour cuire une porcelaine à 1400 degrés, la rend absolument pas compatible avec les problèmes de la planète. Et il faut donc absolument réfléchir à comment on pourrait effectivement, comme tout le monde, avoir, en dehors de toute la passion qu'on pourrait avoir tous pour notre planète, et j'espère qu'on l'a tous, mais faire un petit effort. Pour avoir une porcelaine blanche, on part du kaolin. Dans le kaolin et dans le feldspath et la silice, il y a toujours un peu de fer. Et c'est ce fer-là qui rend la porcelaine blanche, parce qu'il est tout un petit peu bleuté. Quand à la cuisson, on donne plus de combustible que d'air. Et pour brûler, le combustible va aller chercher quelques atomes d'oxygène dans les particules de kaolin, de feldspath et de silice composant la pâte. Et ça transforme le fer légèrement jaunâtre au rouge en quelque chose d'un peu bleuté et très blanc. Et pour pouvoir fabriquer de la porcelaine blanche, il faut donc consommer beaucoup plus d'énergie. Entre 30 et 40% de plus
qu'une cuisson normale, électrique, à l'électricité, c'est-à-dire pas de combustion, c'est neutre, hein, voire même de combustion neutre, faiblement oxydante. Donc cette consommation d'énergie de 30 à 40% de plus, elle n'existerait pas si nous avions la possibilité de faire une porcelaine blanche avec l'électricité. Ce qui est totalement impossible puisque il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de recherche d'oxygène dans les matériaux, donc on ne transforme pas le fer de ferrique en ferreux, et donc nous aurions une porcelaine jaune. Je ne sais pas si c'est passé, il y en a une là, excusez-moi. Voilà, alors vous avez... Bon, vous voyez, c'est un peu jaune quand même par rapport à un blanc. Voilà, ça c'est le fer est oxydé, donc il est jaune, le peu de fer qu'il y a dans la porcelaine. Voilà. Et ça c'est 30 à 40% d'énergie en moins quand on la cuit. Sauf que si vous prononcez Limoges, Limoges c'est une porcelaine blanche. Voilà. Donc les moulins, ils ont 800 ans, 800 ans, les moulins, la légitimité de Coquet à faire bouger les choses, le tempérament des gens de l'entreprise font qu'on va essayer, en s'appuyant sur le travail qui a été fait et qui vous a été expliqué, même si l'énergie dégagée par les moulins ne sera jamais une centrale nucléaire, mais on pourra peut-être justifier une porcelaine. Alors, le défaut d'oxydation dans une cuisson de porcelaine de Limoges, on l'appelle le jaune. Voilà, c'est un nom, le jaune. Alors qu'on a essayé de dire crème, ivoire léger. Voilà, on essaie d'avoir un nom plus poétique que du jaune. Voilà. Et du jaune, pour tous les porcelainiers, on jette. On ne le vend même pas en second choix. Vous pouvez avoir un grain dans l'assiette en blanc, on va vous le vendre. C'est un grain, ça fait partie de la poésie du four. Par contre, jaune, c'est on a raté. Là, on a tout raté, on ne sait pas faire, on ne sait pas cuire. Donc maintenant, pour nous, on en fait de plus en plus, et ça fonctionne. Elle est un tout petit peu moins translucide, puisque le fer est un petit peu plus opaque quand il est jaune, plus que quand il est légèrement bleuté. Et la légitimité, entre guillemets, bien évidemment, vu la puissance d'électricité possible, serait de partir vers une autre porcelaine de Limoges. Donc l'amour des vieilles pierres, des vieilles briques, du torchis, enfin de tout ce que... plus la passion de ce métier, plus le fait que nous sommes dans un monde un peu archaïque, un peu féodal. Hein. Les porcelainiers, c'est un monde très, très hermétique, où on a longtemps gagné beaucoup d'argent, et on en gagne de moins en moins. Et je parlais d'IKEA dans ma présentation, mais une assiette IKEA, c'est le même poids que celle-là. C'est la même quantité d'énergie pour la cuire. Elle aura fait certainement beaucoup plus de kilomètres, mais elle arrive 10 à 12 fois moins chère. Donc, je me pose beaucoup de questions. Dernier point important, quand vous vendez à Pékin ou à Las Vegas, vous n'avez ni allemand ni anglais en face de vous. Vous avez un limougeot. Donc à chaque fois qu'on vend quelque chose, c'est face à un concurrent de Limoges, et on est forcément en train de creuser notre propre... puisque si je prends une part de marché, c'est l'autre qui ne l'a pas, et on tourne. Voilà. Et comme il y en a un d'entre nous qui a délocalisé en Chine, c'est le plus gros en plus, vous voyez la difficulté. Donc les projets moulins, c'était une nécessité personnelle. Ma première maison datait du XVIe siècle, pardon, et j'ai toujours aimé faire attention à tous ces vieux bâtiments. Un besoin de modernité, un besoin de provocation. Il faut que ça bouge. Sans ça, on était plus de 10 000 à fabriquer de la porcelaine en France, quelle qu'elle soit, Limoges, pas Limoges. Alors je ne vous raconte pas la différence entre la porcelaine de Limoges et la porcelaine du Berry. Il y a 1 kilomètre d'écart, et il y a probablement un système solaire, puisque ce qui est Limoges ne peut pas être du Berry, même si c'est les mêmes kaolins, même fours, même... Bon. Donc cet archaïsme et ces difficultés font que il faut repartir par il y a 1000 ans. Bon. Un autre point important, tous nos congénères n'imaginent pas la difficulté en 2012 pour produire une assiette.
la moindre trace de fer importante dans un kaolin et vous polluez la porcelaine. Donc il faut avoir de plus en plus d'aimants pour filtrer. Il faut les fournisseurs de matières premières, vous pouviez avoir une centaine de sortes de kaolins, parce que les kaolins du Limousin, il y en a beaucoup moins, il n'y en a même plus du tout. Donc il y avait avant une centaine de kaolins et vous pouviez avoir vos pâtes, pâtes plus bleues, plus vertes, plus blanches, plus grises, voire même un tout petit peu plus jaunes. Maintenant, c'est un seul fournisseur et on a tous les mêmes kaolins et nous faisons tous sensiblement le même type de pâte. C'est pour ça que Coquet a repris sa fabrication. Donc il y a beaucoup de nécessité de tenter des petites révolutions, oser dire qu'il faut fabriquer français, oser dire qu'il faut payer mieux les gens, oser dire que, expliquer à des gamines qui ont voulu faire coiffure que elles pourraient peut-être aller remplir les écoles pour poser des chromos. Les chromos, c'est les décors en petites fleurs. Alors comme en coiffure, il n'y a plus de place, on les envoie à poser des chromos. Et puis, évidemment, c'est pas ça qu'elle veut faire, parce qu'elle voulait faire de la coiffure, ou des tas de choses. Donc, on a des gens de moins en moins motivés, des gens qui n'ont pas envie de venir travailler pour 1380 €, des gens qui... Donc, l'idée est de redonner un peu de peps à cet ensemble. Et pour ça, il faut, en gardant l'histoire, y mettre beaucoup de modernité et de voir un peu de high-tech. C'est pour ça que le mot turbine électrique dans un moulin du XIIIe siècle, moi ça me plaît beaucoup. Si on pouvait en plus avoir un petit fil qui longe la Vienne pour descendre jusqu'à l'usine pour que les assiettes, non seulement on a fait notre propre pâte, alors si je pouvais trouver du kaolin, si on pouvait sous les moulins trouver du kaolin, ça serait encore mieux. Mais voilà, on pourrait... Et une histoire pour une petite marque comme Coquet, une histoire, ça se raconte, ça se vend bien, il faut l'écrire. C'est pour ça que les moulins, c'est la deuxième, la troisième, la Xème partie de l'aventure de la porcelaine dans cette région. Le dernier point est que la notion d'objet fabriqués par des gens qui connaissent très très bien leur métier depuis toujours, ça n'intéresse plus les jeunes. On a embauché 8 jeunes dans les 4 dernières années, il n'en reste plus qu'un. Et un peu tenté par aller voir ailleurs. Donc il faut se battre pour les attirer, pour les former. Et pour ça, c'est une autre tranche, alors j'emploie pas les bons mots, c'est d'autres jeunes. Voilà. Pas les jeunes où, petit à petit, parce qu'ils ont échoué dans plein de choses, alors je fabriquer de la porcelaine, le père Lepage, il embauche, alors on va aller voir l'usine Coquet. Mais il ne sait pas ce que c'est. Donc il faut retrouver des gens passionnés, et les vieilles pierres, ça passionne. Voilà. Donc ne serait-ce que par là, des jeunes qui ont envie de s'intéresser à un vieux métier, à une vieille usine, avec l'envie de créer de l'avenir, c'est ce qui nous intéresse. Voilà l'ensemble. Je ne sais pas si on a vu le film. Si ? Ça passe pas ? Après ? Bon. Donc la difficulté des bâtiments avec cet aspect politique, où le tout à l'égout, c'est pas fait pour le plus gros employeur du village. La Vienne qui passe même quasiment en dessous, puisqu'une partie de l'usine est sur pilotis. Cette attention de tous les jours à respecter tout ce qu'on peut, ça fait partie de notre histoire maintenant, et avec la difficulté d'expliquer aux banques qu'il y a un avenir. Il n'y a déjà pas d'avenir pour la porcelaine, il n'y a déjà pas d'avenir pour... vous connaissez mieux que moi tout ce qui se passe pour nous tous. Expliquer à des banques qu'il y a des vieux moulins du XIIIe siècle qui nécessitent de l'investissement pour construire la future histoire d'une belle marque et d'une manufacture qui est là depuis 200 ans. Alors, je crois que j'ai échappé à l'hôpital psychiatrie déjà plusieurs fois, parce que quand vous expliquez ça, on vous prend pour un cinglé. Et la deuxième
La deuxième difficulté, c'est quand vous parvenez à expliquer qu'il y a quand même nécessité d'aller plus loin et de trouver des investissements, vous passez par le politique. Et le politique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, puisque mon métier de chef d'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Mon métier de passionné de la porcelaine, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens se passionnent à ce métier. Et ma passion pour les vieilles pierres fait que je suis obligé de réussir les deux premiers pour pouvoir financer le troisième. Et donc là, vous passez bien évidemment par des besoins relationnels pour ouvrir des tas de portes. Donc nous avons la chance, parce que le projet qui vous a été montré tout à l'heure a attiré l'œil du président de région. Donc il vient voir l'usine Coquet et les moulins le 14 février prochain. Mais il va falloir capter. Bien évidemment, nous avons, pour lui montrer 4000 m² d'usine, de l'activité et les moulins, nous avons 45 minutes. Parce que bien évidemment, il doit être à 60 km le quart d'heure d'après. Mais bon, on a un peu de chance là pour sensibiliser et pour exprimer toutes les revendications que je viens de vous transmettre. Pas transmettre, dire. Donc il faut... tout est lié. Les jeunes, la formation, on a 40% des gens qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Les moulins, la difficulté d'expliquer à un milliardaire qu'une assiette à 50, 60 euros, c'est quand même pas le bout du monde. Mais j'entends ça, et je travaille avec 4 des hommes les plus riches de la planète. Une assiette, c'est forcément cher, alors qu'ils viennent s'acheter une bagnole à 1 million ou une montre à 1 million. Donc il faut, voilà, l'objet dans lequel nous mangeons tous les jours, on a de moins en moins de facilité à l'expliquer, à le vendre. Voilà. Surtout fabriqué en France, à Limoges, à Saint-Léonard-de-Noblat. Voilà. Donc l'image de ce passé, surtout pour des pays qui ont envie de connaître la France sous cet angle aussi. Les Américains, on a fait venir tous nos représentants américains au printemps dernier, on leur a expliqué ce que les jeunes architectes de l'école de Chaillot ils allaient s'y intéresser. D'abord, 13e siècle, c'est quoi le 13e siècle? Ça ne peut pas exister, le 13e siècle, puisqu'il n'y avait pas de 13e siècle aux États-Unis, pour eux en tout cas. Donc voilà, ça a été un petit plus. Nous avons les Russes, des Russes dans 15 jours, des Saoudiens qui sont venus il y a 3 semaines. Voilà, on raconte. Et ça, c'est magique. Il faut continuer. C'est pas ça qui va nous donner tout de suite les fonds pour dire qu'on va pouvoir aller plus loin. Voilà. Donc je tenais à très très particulièrement, au départ, quand vous vous battez, il y a une centaine de personnes dans mon entreprise, quand vous vous battez pour un métier assez difficile dans certaines périodes, parce que les métiers du luxe, c'est dur. Les grandes maisons de luxe, c'est bien. C'est super. Mais les métiers du luxe, ceux qui fabriquent, on fabrique pour des gens riches, c'est pas pour ça que nous sommes une industrie du luxe. Les marges, c'est pas grand-chose. Donc avoir envie de découvrir quelque part quelque chose qui va vous motiver, voilà, pour motiver les 100 autres personnes de l'entreprise, ça a été fait. Au départ, oui, les moulins, oui, bon, les jeunes architectes, ils peuvent s'en occuper. De toute façon, ça sera toujours intéressant. Voilà, on se dit ça au départ parce qu'on ne sait pas très très bien ce que ça va donner, puisqu'il y a tellement de normes. On va nous annoncer 25 millions de... Mais en fait, petit à petit, on y croit. Et quand j'ai reçu le dossier, enfin, j'ai vu l'expo et quand j'ai reçu le dossier après, sur une expo où vous n'osez pas y rester trop longtemps, parce que d'abord, on ne sait pas trop qui vient voir, alors il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et quand j'ai eu le dossier, j'ai vraiment bien épluché tout le travail qui a été fait. Et là, je me dis qu'il y a plus qu'un avenir, et je pense que c'est même par là qu'on peut sauver l'usine. Voilà. Dernier point pour finir, il y a une usine vide, 10 000 m² à Saint-Léonard-de-Noblat.
dans la zone artisanale. C'était une ancienne usine d'une marque qui n'existe plus, enfin de deux marques, Tarla 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 de deux marques,
Tarla de marque, 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 Tarla de marque.